Il y a un marché qui pèse 2000 milliards de dollars. Un marché qui a été multiplié par 13 en 14 ans. Un marché sur lequel le FSB, le FMI et la BIS, les trois principales institutions de surveillance financière mondiale, viennent de tirer la sonnette d'alarme en même temps. Et pourtant, si je vous demande ce qu'est la dette privée, il y a de très fortes chances pour que vous ne sachiez même pas de quoi je vous parle. Et c'est précisément ça le problème. Parce que vous en avez peut-être dans votre assurance vie ou dans votre PER sans même le savoir. Alors avant de vous demander si c'est risqué, commençons par une question plus simple. Savez-vous réellement ce qu'il y a à l'intérieur? On y revient dans la vidéo. Si vous avez regardé ma dernière vidéo sur le private equity, alors vous vous souvenez probablement qu'on avait terminé sur une question. Derrière la démocratisation de ces produits, il y a des risques systémiques que personne ne comprend encore vraiment. Des interconnexions avec les banques, les assureurs et des marchés entiers qui fonctionnent dans l'opacité la plus totale. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va justement creuser l'un de ces marchés, la dette privée. Ce n'est pas du private equity, c'est différent. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et très clairement, les deux sont liés, et ce qui se passe en ce moment sur la dette privée mérite qu'on s'y attarde. Alors du coup, c'est quoi la dette privée? Sur le principe, c'est très simple. Une entreprise a besoin d'argent. Normalement, elle va voir sa banque. La banque va analyser alors le dossier, prêter de l'argent à l'entreprise qui va lui rembourser avec un taux d'intérêt. La dette privée, c'est exactement la même chose, mais sans la banque. Concrètement, un fonds va lever de l'argent auprès d'investisseurs et va prêter cet argent directement aux entreprises. Et l'entreprise va rembourser le fonds avec des intérêts. Et donc, le fonds va reverser une partie de ses intérêts aux investisseurs. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'une entreprise, elle irait plutôt voir un fonds d'investissement plutôt qu'une banque? Tout simplement parce que les banques ne veulent plus lui prêter. Soit parce qu'elle est trop risquée pour passer les critères bancaires, soit parce qu'elle veut des conditions que la banque ne peut pas lui offrir. Plus de flexibilité, des décisions plus rapides et surtout moins de contraintes. Ces contraintes, dans le jargon financier, on appelle ça des covenants. Ce sont des clauses de protection qu'une banque impose à son emprunteur. Par exemple, tu ne pourras pas t'endetter au-delà d'un certain ratio. Sinon, le prêt deviendra immédiatement exigible. Et les banques traditionnelles en imposent beaucoup. Les fonds de dette privée, eux, beaucoup moins. Et soyons clairs, c'est précisément ça qui attire les emprunteurs. Mais c'est aussi ce qui permet à des entreprises très endettées de rester sous les radars sans que personne ne tire la sonnette d'alarme. Et c'est précisément là que ça devient intéressant. Parce que si les banques refusent de prêter à ces entreprises, c'est parce qu'il y a une raison. Comme je l'ai déjà expliqué dans la dernière vidéo, ce marché a explosé après 2008. En effet, après la crise des subprimes, les agences de régulation ont imposé aux banques des règles beaucoup plus strictes avec BAL 3 et les réglementations Volcker. Concrètement, suite à cela, les banques ont arrêté de prêter aux entreprises risquées. Et donc, ces entreprises ont dû aller chercher leur financement ailleurs, dans le shadow banking, le système bancaire parallèle, qui opère en dehors du périmètre réglementaire. Des études académiques ont démontré que les 2/3 de la croissance de la dette privée étaient précisément liés à ces réglementations. En 2010, 158 milliards d'actifs mondiaux, en 2024, 2000 milliards, multiplié par 13 en 14 ans. Ce marché est précisément né d'une réglementation et pourtant, personne ne sait ce qui se passe réellement à l'intérieur. Avant d'aller plus loin, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Gaëtan Perron, je suis conseiller en gestion de patrimoine immatriculé à l'Orias et sur cette chaîne, on décrypte ce qui se passe sur les marchés. Alors si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On y retourne. Alors du coup, qui emprunte réellement sur ce marché et dans quels états sont les entreprises? Le FSB, le Financial Stability Board, qui est l'organe de surveillance financière du G20, a publié un rapport le 6 mai 2026. Il y a tout juste 2 semaines,
au moment où j'enregistre cette vidéo. C'est la première fois que le FSB publie un rapport dédié spécifiquement à la dette privée. Et ce qu'il contient est très instructif. Les emprunteurs de la dette privée ont typiquement une qualité de crédit inférieure et un levier plus élevé que les emprunteurs sur les marchés publics comparables. Le ratio dette sur revenu réel est d'environ 7 fois. Pour vous donner un point de comparaison, au-delà de 6, on considère généralement qu'une entreprise est en état de surendettement. Et il y a encore pire. Le FMI a documenté en avril 2026 que près de la moitié des entreprises qui empruntent auprès de prêteurs privés ont un cash flow opérationnel négatif. Autrement dit, elles ne génèrent pas assez d'argent pour rembourser leurs dettes. Mais alors, comment font-elles? Certaines utilisent ce qu'on appelle le PYK, Payment in Kind, ou paiement en nature en bon français. En gros, elles payent leurs intérêts non pas en cash, mais en nouvelles dettes. Autrement dit, elles s'endettent pour rembourser leurs dettes. Et le FSB confirme que ces arrangements PYK ont augmenté de manière significative. Tant que personne ne vend et tant que les valorisations restent stables sur le papier, tout va bien. Le problème, c'est quand la réalité finit par rattraper la théorie. Mais alors du coup, qui sont les prêteurs sur ce marché et comment est-ce que vos économies pourraient être concernées? Les fonds de dette privée lèvent leur argent principalement auprès d'investisseurs institutionnels. Les compagnies d'assurance, les fonds de pension, les family office. Mais depuis quelques années, les particuliers sont de plus en plus impliqués dans ce marché, que ça soit directement ou indirectement. Notamment via les fonds semi-liquides dont on a parlé dans la dernière vidéo et que vous retrouvez chez votre courtier préféré, dans votre assurance vie ou dans votre PER. Et les banques ont certes réduit leurs prêts aux entreprises risquées. C'est d'ailleurs ce qui a créé le vide que la dette privée s'est empressée de remplir. Mais elles n'ont pas complètement quitté le jeu pour autant. Elles prêtent désormais aux fonds de dette privée eux-mêmes via des lignes de crédit. Le FSB a documenté 220 milliards d'expositions bancaires directes. Et certaines estimations commerciales vont même jusqu'à 500 milliards. Autrement dit, les banques ont arrêté de prêter aux entreprises risquées par la porte, mais elles y sont revenues par la fenêtre. Et il y a encore une couche supplémentaire qu'on n'a pas encore vue. Les fonds de dette privée eux-mêmes empruntent. Et pour ce faire, ils mettent leurs actifs en garantie. C'est ce qu'on appelle les NAV Loans. Ce sont des prêts qui sont garantis par la valeur du portefeuille du fonds. Et du coup, qui leur prête directement? Parfois ce sont les banques, parfois ce sont même d'autres fonds. Et de plus en plus, ce sont des compagnies d'assurance. Bloomberg a d'ailleurs documenté en novembre 2025 qu'Apollo, via sa branche assurance Athènes, avait injecté à elle seule 18 milliards de dollars dans ses instruments en 2025. Ces mêmes compagnies d'assurance qui gèrent l'épargne retraite de millions de personnes. Ce qui nous amène à nous poser une question importante. Qu'est-ce qui se passe si la valorisation de ces portefeuilles se met à baisser? Maintenant, on arrive au point le plus important de cette vidéo. Personne ne sait ce qui se passe réellement dans ces fonds. Il existe pourtant bel et bien un audit annuel obligatoire. Mais voici ce que révèle le Standard Board for Alternative Investment, l'organisme de référence sur les standards des investissements alternatifs, dit noir sur blanc dans ses guidelines publiés en 2025 que l'auditeur ne certifie pas que la valorisation reflète la réalité du marché. Il vérifie uniquement que le gestionnaire a bien respecté sa propre méthode. Autrement dit, si le gestionnaire de portefeuille décide que son portefeuille vaut 100 et qu'il l'a valorisé à 100 en suivant sa propre méthodologie, alors l'auditeur valide. Même si potentiellement, un acheteur ne payerait que 70 pour acheter ce fonds. D'ailleurs, la SEC avait essayé de renforcer les contrôles en 2023 en imposant des évaluations indépendantes.
Mais un tribunal américain a annulé ces règles en 2024. On est revenu en arrière. Le FSB le dit lui-même dans son rapport de 2026. Les données GAPS sont un angle mort systémique. La plupart des autorités membres du FSB ne peuvent pas séparer proprement les expositions de la dette privée dans leur système de surveillance. En gros, personne n'a une image complète. Et il y a encore un autre problème qui est documenté par le FSB. Les agences de notation privées, beaucoup moins sérieuses que Moody's ou Standard & Poor's, prolifèrent dans ce marché. Elles fournissent des notes utilisées par les assureurs pour calculer leurs exigences en capital réglementaire. Et le FSB note clairement des signes d'inflation de ces notes. Autrement dit, les actifs peuvent obtenir une meilleure note que ce qu'ils méritent réellement. Ce qui permet aux assureurs d'y investir davantage et ce qui augmente leur exposition au risque réel. Alors du coup, est-ce que tout va s'effondrer? Est-ce qu'on va vers un nouveau 2008? On a clairement deux camps qui s'opposent. Et avant de vous donner les faits exposés par les deux camps, laissez-moi vous montrer concrètement pourquoi est-ce que la question se pose. Les NAV loans, dont on a parlé tout à l'heure, peuvent créer un effet boule de neige potentiel. Imaginez un instant. Les entreprises tech non cotées commencent à perdre de la valeur, comme ça a été le cas d'ailleurs pour leurs équivalents cotés en bourse. Les actifs mis en garantie pour les NAV loans ne valent plus ce qu'ils valaient à l'époque. Les prêteurs vont alors exiger du capital supplémentaire, ou alors le remboursement immédiat des prêts. La conséquence, les fonds vont devoir vendre en urgence des actifs pour pouvoir faire face à ces appels. La conséquence, c'est que ces ventes forcées vont faire baisser les valorisations, ce qui va déclencher de nouveaux appels de marge et le cercle vicieux est enclenché. Et pendant ce temps-là, les investisseurs qui veulent sortir se heurtent aux gates. Et pour vous donner une idée de ce que peut vouloir dire les entreprises tech non cotées perdent de la valeur, on peut regarder ce qui s'est passé sur les marchés cotés en janvier 2026. SAP, l'entreprise allemande, a plongé de plus de 16% en une seule journée. Salesforce a chuté de 6%. Adobe, moins 4%. ServiceNow, moins 11%. Le secteur des logiciels du S&P 500 a reculé de 13% sur la période. Pourquoi ? Tout simplement parce que le marché a commencé à se demander si l'IA générative n'allait pas tout simplement détruire ces logiciels que des millions d'entreprises utilisent chaque mois. Ces entreprises, elles sont cotées en bourse. Elles publient leurs comptes tous les trimestres. Leur valorisation s'ajuste en temps réel et malgré ça, elles ont perdu entre 10 et 16% en quelques jours. Maintenant, je vous laisse imaginer ce qui peut se passer pour les entreprises du même secteur qui sont non cotées. Ces mêmes entreprises qui ont emprunté massivement dans le secteur de la dette privée. Elles ne publient pas leurs comptes. Leur valorisation, elle est établie par le gestionnaire lui-même tous les trimestres. En clair, personne ne sait réellement ce qu'elles valent aujourd'hui. Et si leur modèle économique se fait réellement disrupter par l'IA, cette réalité mettra des mois, voire des années à apparaître officiellement dans la valorisation des fonds. Le FSB l'a documenté. Dans un scénario de stress où les non-banques tireraient pleinement leur ligne de crédit bancaire, environ 10% des banques américaines et 30% des banques européennes verraient leur ratio de capital réglementaire baisser de plus de 100 points de base. Ça n'est pas de la science-fiction, c'est la mécanique qui est documentée dans le rapport du FSB de mai 2026. Alors du coup, est-ce qu'on va tout droit vers un effondrement systémique ? La vérité, c'est que personne ne le sait. Mais voilà les deux camps qui s'affrontent. D'un côté, on a ceux qui s'inquiètent. Le FSB, le FMI, la BIS, le SRB, ils tirent tous la sonnette d'alarme sur les mêmes points. Opacité sur les valorisations, interconnexion mal cartographiée avec les assureurs et les banques, le risque de liquidité sur les fonds semi-liquides et la concentration dangereuse sur quelques secteurs comme la tech ou le SaaS. Le FSB note que 34% des deals de crédit privé en 2025 étaient liés à l'IA et aux infrastructures technologiques.
De l'autre côté, vous avez ceux qui relativisent. Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a déclaré récemment que même Jamie Dimon, le PDG de JP Morgan, qui disait il y a quelques mois qu'il pourrait y avoir des problèmes sur le crédit privé, est revenu en arrière en disant « Regardons simplement les chiffres. Ça n'est pas assez grand pour être systémique. » Le président de la SEC, Paul Atkins, a ajouté « Au moins pour l'instant, ça n'est pas un risque systémique. » Alors du coup, qui a raison? Honnêtement, les deux camps ont des arguments valables. Ce qui est indiscutable en revanche, c'est que personne n'a une vision complète de ce qui se passe réellement sur ce marché. Ni les régulateurs, ni les investisseurs, ni les gestionnaires de fonds eux-mêmes parfois. Et historiquement, les crises les plus violentes sont toujours celles qui viennent des angles morts, pas des risques que tout le monde surveille. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Deux questions simples à vous poser dès aujourd'hui. La première, c'est est-ce que votre contrat d'assurance vie ou est-ce que votre plan épargne retraite contient des fonds de dette privée? Et la réponse n'est pas forcément toujours simple à trouver. Ces fonds peuvent apparaître sous des noms comme fonds de crédit alternatif, fonds de prêt direct, dette non cotée ou simplement actifs privés. Si vous avez un doute, c'est déjà une information. Deuxième question, si vous en avez en portefeuille, savez-vous comment les valorisations sont établies? Qui les établit? Et surtout, dans quelles conditions est-ce que vous pouvez sortir? Et si on ne peut pas vous répondre clairement à ces deux questions, alors c'est déjà une réponse en soi. Dans un monde où même les régulateurs admettent ne pas avoir une visibilité complète sur ces marchés, s'assurer que votre allocation patrimoniale ne dépend pas d'actifs dont personne ne comprend vraiment les risques, c'est exactement le genre de questions que je pose à mes clients en rendez-vous. Alors si tu souhaites que je me penche avec toi sur ton allocation pour vérifier ce qu'il en est, tu trouveras le lien pour prendre un rendez-vous avec moi en description de la vidéo. Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo, ce n'est pas que la dette privée va forcément s'effondrer demain matin. Ça, honnêtement, personne ne le sait. Ni moi, ni le FMI, ni le FSB. Ce que je voulais vous montrer en revanche, c'est que ce marché de 2000 milliards de dollars fonctionne dans une opacité que les régulateurs eux-mêmes reconnaissent. Qu'il y a des signaux d'alerte qui sont réels et documentés par les institutions financières les plus sérieuses du monde. Et que vous détenez peut-être dans votre épargne ce genre d'actifs sans même le savoir. Alors la prochaine fois que votre conseiller vous proposera un fonds de diversification alternatif, posez-lui les deux questions qu'on a vues ci-dessus et attendez sa réponse. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner, ça soutient énormément mon travail. Prenez soin de votre patrimoine, à la prochaine.